Il y a beaucoup de choses passionnantes qui ont été dites déjà aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on a une certaine forme de difficulté en fait à trouver des arches qui sont communes et qui vont de, je sais pas, la Nouvelle République du Centre-Ouest à l'Opéra de Paris, qui sont deux de nos clients par exemple, mais bon, qui sont bien dans l'industrie dont on parle là. Lorsque l'on recherche des thématiques, voilà, autour des points d'équilibre. Alors, on a dit tout à l'heure, et certains se sont risqués à parler de physique. J'essaye aussi sur la pointe des pieds. Pour nous, l'équilibre, ce n'est en rien une situation apaisée et durable, en fait. C'est plutôt un jeu de forces contraires qui, temporairement et localement, s'annule. Donc, quelque chose d'extrêmement dynamique qu'il faut savoir entretenir et qu'il faut être capable de faire varier dans le temps. Voilà. Donc, on a réfléchi à 4-5 points qui nous paraissent être des points de réflexion intéressants. Alors, il y en a un premier, évidemment, sur la taille. On en a beaucoup parlé ici, et je pense qu'il y a des opérations de rapprochement qui font évidemment beaucoup couler d'encre, et pas que de l'encre, d'ailleurs. Donc, je ferai attention à ce que je dirais sur ce sujet TF1 M6. Mais il y a bien un mouvement de concentration qui est assez massif, en fait, qui est du reste mondial, hein, puisqu'il y a de fortes chances qu'à la fin du premier semestre 2021, on ait fait probablement autant de deals à la fois en valeur et en volume qu'on en a fait au cours de l'année 2020 intégralement. Donc évidemment, c'est une base de comparaison qui est assez favorable, mais on a une vraie activité fusion et acquisition qui est extrêmement dynamique. Et en France, on en a parlé sur plusieurs sujets, à la fois sur la télé, bien sûr, sur la radio, je pense que c'est très clair, sur l'édition, ça va être un vrai sujet, hein, qu'on a connu dans le passé. Je pense que le marché de la presse mag, si on regarde quelques années en arrière, n'a rien à voir avec ce qu'on en connaissait, avec évidemment, je pense, des conséquences à cette recherche d'efficacité. Donc on a des acteurs qui se regroupent pour évidemment gagner en influence, gagner en points de négo. Sur les industries qui nous intéressent, évidemment, aller chercher des positions sur le marché des droits, sur le marché de la technologie, sur le marché des talents, voilà, qui ne sont pas sans effet non plus, hein. Pierre mentionnait tout à l'heure le tribut que paye la presse quotidienne régionale aux États-Unis. Vous voyez ici une forme d'évaporation totale, quasiment de la moitié des effectifs de newsroom en quelques années. On va voir pour la première fois probablement moins de gens à travailler en presse qu'en télé aux États-Unis. Il est évident que ces conséquences ont des impacts qui sont assez directs. Mais alors, au-delà de la taille, si on dit size matters, c'est une chose. On a regardé sur une base européenne, chez l'ensemble de nos clients, quelles étaient les caractéristiques qui faisaient que certains acteurs surperformaient sur leur marché au plus fort de la crise et ont su profiter de la sortie de crise. On est revenu à 5 caractéristiques clés qui sont vraiment résumées ici, parce que ça va faire l'objet d'une étude spécifique, mais ça me semble intéressant de se dire, bon, il n'y a pas que la taille, il y a aussi un ensemble d'éléments de fonctionnement interne qui sont déterminants dans la résilience et l'adaptabilité des organisations, et je pense que ça s'applique aux organisations médias. La première, c'est la capacité à comprendre l'écosystème global et intégré de son client, et pas uniquement par ses touchpoints habituels, et de construire une forme de supply chain adaptive derrière ça pour la soutenir et pour satisfaire leurs besoins. La seconde, c'est de pouvoir investir sur les gens qui composent ces organisations-là pour en faire des acteurs du changement et pas simplement des masses qu'on va tenter de faire convenir à changer. La troisième et la quatrième, c'est l'exploitation de la donnée et de la technologie comme des éléments qui vont devenir des éléments compétitifs. En fait, on a des organisations qui ont opéré leur move to cloud beaucoup plus vite que d'autres et qui sont donc beaucoup plus agiles dans leur transformation. Et la cinquième, c'est cette capacité à avoir des organisations qui sont super légères, écrasées, horizontales, avec des boucles de décisions courtes, voilà, des comex réduits, voilà, des chaînes de commandes ultra efficaces. Honnêtement, je pense que sur le dernier point, les organisations médias sont pas les plus mauvaises. Sur les 4 autres, je pense qu'il y a pas mal de boulot. Deuxième point d'équilibre qui me pense assez clé à traiter, c'est celui des business models. Alors, en ce moment, il y a beaucoup d'annonces et on est un peu perdu, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois TF1 qui propose des offres payantes pour des contenus gratuits, ou qui l'étaient auparavant. Il y a également Netflix qui propose des offres gratuites et des contenus payants, par exemple au Kenya. Bon, tout le monde est un peu en train de chercher les bonnes offres et on va probablement vers une forme d'hybridation du marché. Pierre mentionnait tout à l'heure notre étude de Submix. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire qu'elle est formidable. Elle est disponible à l'accueil et c'est, je pense, la première fois qu'on présente une forme de panorama sur la consommation des abonnements aux industries
l'industrie culturelle par les Français, et on détaille l'intégralité des mécaniques que ça suppose. Moi, je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a une vraie porosité des expériences, en fait, et tout le monde se bat pour le même euro, pour le même budget, en fait, qui est investi par les foyers. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'il y a des prix pivots qui sont fixés pour vos abonnements, peut-être en dehors de votre segment, c'est-à-dire est-ce que vous avez vraiment la liberté de pouvoir décider d'un prix sans vous intéresser sur la manière dont il résonne par rapport au prix des leaders ou de Netflix, par exemple. Il y a des standards en termes d'interface qui sont tirés vers le haut par les meilleurs acteurs et ceux qui ont l'argent pour investir dans la technologie. Et puis il y a très probablement des arbitrages qui sont faits, et d'ailleurs l'étude le démontre, des arbitrages qui sont faits entre segments, c'est-à-dire qu'il y a un arbitrage qui est fait entre la SVOD et par exemple la musique, si on ne souhaite pas payer pour les deux. Donc on a vraiment une compétition étendue qui devient un champ qui est extrêmement compliqué à manier. Et là, je pense que là-dedans, il faut absolument que les acteurs médias élèvent considérablement leur niveau de jeu. Pierre disait tout à l'heure, il faut qu'on ait le niveau d'ambition de Netflix, et je pense que sur un sujet comme celui-là, il a tout à fait raison, même si on sait qu'on aura du mal à y aller. De toute façon, c'est ça qu'il faut viser. Je crois qu'il faut exceller dans le pilotage des coûts, puisqu'aujourd'hui, on n'est nulle part, en fait, dans le pilotage des coûts de souscription, de management, de rétention, de win-back, et le pilotage de revenus associés. Je pense qu'il faut être bien meilleur dans la gestion de son churn dynamique, la compréhension des chemins de fragilité, le suivi de l'usage en temps réel, etc. Il faut travailler la structure de prix. Aujourd'hui, on est sur une structure qui est très monolithique. Donc, on a une structure monolithique de prix, une structure monolithique de produits. Je pense qu'il faut revenir à une approche marché, un segment, un prix. Qu'est-ce qu'on construit en termes d'offres pour être spécifiquement à cet endroit-là du marché, plutôt que d'essayer de faire des réducs à 50% en imaginant qu'on va faire venir les gens graduellement à payer 2 fois plus au bout d'un an. Je pense qu'il faut tirer les ponts entre le monde éditorial et le monde business. C'est assez compliqué à faire, mais il faut comprendre quels sont les contenus qui sont acquisitifs, qui sont fidélisants, qui sont à l'inverse fragilisants ou qui sont sous-performants pour adapter sa ligne éditoriale à nos clients qui sont effectivement payants. Il faut adapter les interfaces. Les clients nous disent eux-mêmes dans l'étude que ils sont prêts à payer plus cher, non pas pour plus de contenu, mais pour une interface qui leur permet de mieux accéder à un contenu qu'ils n'auraient pas découvert autrement. Donc je pense que ça, c'est un sujet de techno et de mobilisation managériale sur l'ensemble de ces points qui me paraît clé et qu'il faut absolument ouvrir pour le futur. Bon, on s'est parlé de performance, en tout cas de l'offre annonceur, et je pense que vous êtes plus sachant que moi et que nous sur le sujet, mais j'ai quand même un petit sujet de préoccupation là-dessus, et je dirai un mot sur le retail média, parce que je pense que c'est une vague qui va être colossale. C'est vrai que sous la pression des annonceurs et des acteurs du digital, les médias traditionnels ont embrassé une piste d'argumentaire autour du ROI et de la perf qui me paraît tout à fait vertueuse, mais je crains parfois que faisant ce passage là, on perde un peu justement ce qui fait l'essence des produits, du contexte. Voilà, tout à l'heure on parlait de la radio en disant la radio est un cas intéressant. Moi je suis d'accord, la radio est un cas super intéressant. Comment ça se fait que la radio soit aussi économique, notamment la radio musicale, alors qu'on ne parle que du développement de l'audio digital, du pouvoir mémoriel du son, de l'écoute au casque, du rajeunissement que ça représente, du multitasking, de la vie en mobilité, bon, qui me semble être quand même des valeurs assez modernes. Et pour autant, voilà, la radio, c'est peut-être un peu figé dans cette réflexion qui n'est pas à son avantage, mais je sais qu'elle réfléchit justement à revenir un petit peu là-dessus. Mais au-delà de ça, j'ai en plus le sentiment que le discours pur perf, c'est pas nécessairement quelque chose qui va nous être extrêmement favorable dans le futur, malheureusement. On parlait tout à l'heure d'Amazon. Enfin, c'est quand même des environnements de closed loop où on part d'un targeting fin jusqu'à une exposition, jusqu'à une mesure de perf en fait sur la plateforme d'achat et sur des plateformes partenaires, en passant par une exposition, de l'A/B testing, tout ça monitoré en temps réel par de la data interne. J'ai bien peur que dans ce type de modèle, si en plus on y ajoute du contenu, comme c'est le cas d'Amazon depuis longtemps, qui conduit ses tests avec les différentes ligues sportives à la fois aux États-Unis et également en Angleterre et donc maintenant en France. J'ai peur que si notre discours est limité à la perf, qu'on soit rapidement dans un écueil là. Donc je pense qu'il faut revenir sur quelques fondamentaux. Oui, vous avez vu sur le Amazon qui donc prend 10% du marché digital cette année, qui contrôle 76% de l'e-commerce channel ad market. Pour donner un titre de comparaison, Walmart, c'est 6. C'est pas énorme.
Alors, data client, data contenu, là, ça c'est vraiment un thème qui nous est cher. On pourrait penser que c'est un sujet technique. Honnêtement, c'est pas du tout un sujet technique. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver ici, parce qu'on est beaucoup parti là aussi, assez logiquement, dans une mesure un peu étendue de la connaissance client. On a investi sur des stacks technologiques et sur des processus internes pour mieux comprendre les mécanismes de souscription et de fidélisation de nos clients. Ma préoccupation, c'est que ce savoir-faire, en fait, il n'est absolument pas distinctif, c'est-à-dire qu'il est maîtrisé par beaucoup. D'une certaine manière, il se commoditise. En plus, c'est l'apanage des plateformes. Puis, il va commencer à être quand même sévèrement contraint par la régulation. Donc, il va falloir se montrer un peu adaptif. Et en revanche, ce à côté de quoi on passe, et qui est très subtilement illustré par cette photographie, c'est la donnée contenu, qui est une forme de trésor, en fait, que les organisations médias ont en leur sein, et que généralement elles savent assez mal exploiter. Et je pense que c'est dommage, il faut foncer là-dessus. C'est vrai que c'est une matière qui est prototypique, protéiforme, une espèce de matière molle qui est assez difficile à saisir et donc à exploiter. On bosse sur le sujet en ce moment avec France Télévisions, qui a la même problématique que celle qu'on décrivait dans sa compétition avec Netflix. Donc il y a besoin d'assurer la découvrabilité de ces contenus en tout point. Et on a identifié une vingtaine de ce qu'on appelle des golden data qui permettent très concrètement de caractériser un contenu et donc d'améliorer la façon dont on va l'éditorialiser et le pousser. Alors c'est vrai qu'on a un socle en dessous d'une cinquantaine de métadatas qui diffèrent en fonction qu'on parle d'infos, de sport, de culture, de documents jeunesse, etc. Mais bon, c'est pas du tout hors de portée de mieux gérer ces métadonnées. Et puis surtout, moi je pense que c'est une question de repositionnement de ces forces, et c'est en plus un vrai moyen de mettre fin à cette aberration économique totale qui voudrait qu'on dépense autant d'argent pour acheter et produire des contenus et aussi peu pour les valoriser. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut revenir un petit peu à l'équilibre. Quelque chose qui est un peu en lien avec ça, c'est dans le futur, dans nos organisations médias, ce qu'on va confier à des humains, ce qu'on va confier à des robots. Honnêtement, je ne pensais pas encore, il y a 5 ans, qu'on aurait un jour cette conversation-là, mais l'histoire nous montre qu'elle est réelle. Pour la gestion des métadonnées contenues dont on parlait tout à l'heure, on peut vraiment imaginer un ensemble de traitements automatiques basés sur l'intelligence artificielle qui permettent le speech-to-text, la reconnaissance des visages, la reconnaissance des lieux, l'optimisation de l'insertion des points publicitaires, l'extraction des vignettes signifiantes et non spoilantes pour les épisodes d'une série, etc., etc. Autant de choses qui prennent un temps fou aux équipes aujourd'hui. Pour vous donner une idée, MyCanal, c'est à peu près 1000 contenus différents qui arrivent par jour, et une équipe qui est pas dimensionnée pour absorber ça. Donc il y a vraiment un vrai sujet là-dessus, sur ce qu'on confie à des humains et ce qu'on confie à des robots. On en fait la petite expérience à notre niveau avec notre algorithme de prévision de vente qui est utilisé aujourd'hui par une très grosse partie de la presse, notamment de la presse quotidienne en France. Voilà, le marché, l'algorithme, si vous voulez, produit bêtement des contenus qui sont complètement inatteignables en termes de quantité par l'homme dans des délais qui sont extrêmement courts. On parle d'une 40aine de secondes pour identifier les quantités à poser dans 23 000 points de vente. Ça déporte d'une certaine manière les équipes commerciales qui s'occupent de ces sujets-là sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, va identifier la résonance d'une actualité locale, anticiper un mouvement de population, par exemple, aller comprendre en quoi est-ce qu'une grande compétition nationale peut être traitée différemment, réfléchir à une nouvelle implantation d'assiettes, etc., etc. Voilà, je pense que c'est très vertueux de mieux savoir articuler en fait ce qu'on va effectivement confier à des robots et ce qui doit absolument rester de l'ordre du flair, de l'intelligence humaine, de la subtilité, à nouveau, auquel la machine n'a absolument aucune forme d'accès. Voilà, je terminerai avec un sujet qui est lui aussi intéressant. Alors attention, parce que ceux qui ont le vertige peuvent ne pas regarder l'écran. La 2D et le spatial, qui va être, à mon sens, un point majeur de réflexion pour les médias demain. Mon point aujourd'hui, c'est de dire que ce n'est absolument pas de la science-fiction. C'est vrai qu'on a un ensemble d'annonces qui pourraient le laisser penser. Vous avez entendu parler des 10 000 emplois que Facebook compte créer en Europe sur l'immersif, les 200 millions qui sont au programme de France 2030, qui répondent aux 2,2 milliards de dollars qui sont posés par le gouvernement coréen autour de Samsung et de 200 industriels de l'industrie pour bâtir les métaverses coréens. Unity qui présente pour l'année prochaine
prochaine une plateforme de vidéo volumétrique de couverture temps réel de sport de combat, ce qui veut dire, pour être clair, que vous pourrez sur le streaming d'un combat de boxe, ou en l'occurrence d'UFC, interagir avec l'image, vous positionner où vous voudrez à l'intérieur, etc. Donc live 3D streaming l'année prochaine. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une forme de réalité de marché, si vous voulez. On a plusieurs facteurs qui créent en fait ce marché-là aujourd'hui. Je pense que le premier, c'est évidemment les moteurs de jeu. On parle très peu du jeu, qui a probablement été le segment qui a été le plus dynamique au cours de l'année écoulée. Ces moteurs de jeu, ils sont accessibles, disponibles sous forme de licensing, et donc on peut immédiatement créer ses propres expériences 3D immersives en exploitant ces moteurs de Unity et de Unreal Engine. L'informatique virtualisée et les réseaux à faible latence, c'est ce qui permet de déporter de l'intelligence depuis les casques vers le cloud, et donc d'améliorer le confort, d'améliorer la performance de ces différents devices. La demande soutenue de contenu immersif et interactif. Voilà, autant d'éléments qui, à un moment donné, créent la condition d'un marché. Alors nous, on investit dans cette plateforme ici. On réfléchit à notre investissement qui s'appelle Garou, qui est basé justement sur le moteur de jeu d'Unreal Engine. Donc là, vous visitez une concession Tesla dans New York City. Vous pouvez interagir avec le véhicule. On a embarqué une centaine de clients dans cette réflexion-là avec nous, des clients qui sont des acteurs du monde de la culture, des médias, des constructeurs automobiles, des acteurs dans des grands environnements, des grands projets de BTP ou autres. Et tous sont à la fois stupéfaits par l'expérience, parce que uniquement faire ici de la 3D en 2D, il manque clairement une dimension, mais tous sont stupéfaits de l'expérience, de sa qualité. Je rappelle qu'elle est HD et elle est sociale. Ça change complètement l'image qu'on pouvait avoir du spatial computing auparavant. Et tous sortent avec des idées de use case immédiates. Digital selling, configurateur produit 3D, magasin virtuel, événements distanciels, etc. etc. Je pense que le meilleur signe montrant que le marché est là, c'est que les marques y vont, s'adossent à des plateformes comme celle-là, construisent leurs projets. Quand on demande à Marc Petit, là, qui est français et qui est le patron technique de Unreal Engine, qui est donc la plateforme de jeu qui soutient Fortnite, il dit finalement l'immersif, c'est une combinaison d'un ensemble d'éléments, c'est des histoires, des personnages, des endroits, des communautés, du commerce. Bon, moi il me semble que cet environnement-là nous est assez familier, et donc j'espère que les médias sauront saisir cette opportunité-là. Merci beaucoup, bonne matinée à vous.